Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Une vie politique rythmée par les recompositions gouvernementales, des mandats de Premier ministre qui durent 7 mois en moyenne, une Assemblée nationale sans majorité pour gouverner, il ne s'agit pas de notre climat politique actuel, mais bien de celui de la 4e République. La comparaison pullule dans les médias. La 5e République serait à bout de souffle, comme sa prédécesseuse en 1958. En effet, le dernier quinquennat du président Emmanuel Macron aligne les records. Sébastien Lecornu décroche le mandat de Premier ministre le plus court de l'histoire, 27 jours après sa démission le 6 octobre. Avant lui, Michel Barnier n'était resté à ce poste que 3 mois. Et en 2024, les Français ont connu simultanément le plus grand nombre de premiers ministres et vécu le plus longtemps sans gouvernement. Comme à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les partis dits traditionnels sont délaissés et le paysage politique s'organise autour de 3 blocs. Mais que faire de cette comparaison entre la 4e et la 5e République? Nous permet-elle d'analyser le blocage actuel? Et sommes-nous au cœur d'une crise politique ou plus largement institutionnelle? On va en parler avec notre invité du jour, Frédéric Fogacci, historien du politique, enseignant à Sciences Po Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Vos sujets de recherche portent sur l'œuvre gaullienne, la notion de modèle français, le leadership et l'histoire de l'État, ainsi que la défense. Alors, le rapprochement entre la 4e et la 5e République, je le disais, est beaucoup dressé ces derniers temps, notamment dans les médias, en raison de l'instabilité ministérielle depuis la dissolution de l'Assemblée nationale à l'été 2024. Est-ce que cette comparaison vous semble pertinente ? Il peut y avoir un effet d'optique. Elle peut sembler pertinente si on s'intéresse aux effets, c'est-à-dire qu'effectivement, les gouvernements qui se succèdent, les crises ministérielles, l'impression aussi de vivre dans une espèce d'hystérie politique, oui, peut-être. La différence, ce serait plutôt les causes. Si on s'intéresse à la 4e République, en fait, cette instabilité gouvernementale, elle est en quelque sorte structurelle. Et puis surtout, je dirais que les causes en sont différentes. Parce que la 4e République, c'est un régime, disons, de compromis, un compromis très, très douloureusement élaboré entre 3 partis, les démocrates chrétiens qui globalement sont la droite, les socialistes et les communistes qui pèsent extrêmement lourd à l'époque. C'est un régime où du coup, finalement, les partis ont avant tout pour souci de se neutraliser les uns les autres, d'où l'importance de l'Assemblée et la faiblesse du gouvernement. Et manque de chance, en fait, c'est ce régime-là qui va avoir à faire face à une somme incroyable de problèmes, de catastrophes, de choix dramatiques, la guerre froide, la sortie des communistes du gouvernement en 1947, la décolonisation, la reconstruction, l'Europe également, la construction européenne. Et donc, c'est en quelque sorte un régime qui est quelque sorte fait pour ne pas choisir, qui se trouve à devoir choisir. L'instabilité gouvernementale en est en quelque sorte la conséquence, c'est-à-dire que dès qu'un choix un petit peu douloureux se pose dans tous les domaines, le gouvernement devient une variable d'ajustement. Je ne sais pas si les causes actuelles, en fait, de l'instabilité gouvernementale sont les mêmes, parce qu'on a une tripartition, mais certes, on n'a pas le même mode de scrutin. On a un mode de scrutin majoritaire, et puis surtout, il y a des atouts, disons, de sortie de crise sous la 5e République qui n'existent pas sous la 4e République, qu'il s'agisse du parlementarisme rationalisé ou qu'il s'agisse, c'est essentiel évidemment, du rôle du président de la République qui est très différent aujourd'hui de ce qu'il était de 47 à 58. Et est-ce que justement, ces modifications institutionnelles ont été apportées dans la Constitution de la 5e République pour pallier les défauts de la 4e et ne plus avoir ce prolongement-là ? En fait, il y a une idée qu'on oublie très très souvent, c'est que la Constitution de 58, c'est-à-dire l'origine de notre Constitution d'aujourd'hui, elle n'est pas uniquement due au général de Gaulle et à Michel Debré. Les premiers qui veulent sortir de la 4e République, les premiers qui veulent renforcer l'exécutif, c'est les hommes de la 4e eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Tout le monde, même d'ailleurs récemment le Premier ministre, attribuait le fameux article 49 alinéa 3 au général de Gaulle et à Michel Debré. Quand on regarde l'élaboration de la Constitution, rien n'est plus faux. Ils y sont tous les deux totalement opposés. Michel Debré comme de Gaulle vont vous dire, si un gouvernement a perdu la confiance de sa majorité, il y a une solution très simple qui s'appelle la dissolution. En fait, c'est Guy Mollet, qui est le secrétaire général de la SFIO, et Pierre Pflimlin, qui est le dernier président du Conseil de la 4e en 58, qui vont lui dire, non, c'est une vue belle, généreuse, mais pas très réaliste. Vous connaissez pas le Parlement. De temps en temps, il faut un outil qui oblige les parlementaires à devenir raisonnables, ou alors qui leur permette de se défausser vis-à-vis de leurs électeurs d'une décision impopulaire sur le gouvernement, en disant, c'est le gouvernement qui m'a forcé la main. Donc,
vous seriez beaucoup plus avisé, justement, d'intégrer cet article à la Constitution. Et donc, Debré s'en finit par s'y résoudre. Et d'ailleurs, il sera ravi de s'en être résolu parce que la première loi de programmation militaire, celle qui va acter la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire en France, elle va passer effectivement à coup de 49.3. Mais en fait, à l'origine de la Ve République, il y a le dégoût de beaucoup d'hommes de la 4e pour un système qui les a rendus totalement impuissants face à la plupart des problèmes qu'ils ont eu à aborder. Et vous parliez des 3 blocs politiques, Frédéric Fogacci. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec un large bloc central, un bloc gauche, extrême gauche et un bloc extrême droite extrêmement fort aujourd'hui en France et avec une vraie difficulté à nouer, même pas seulement des alliances, mais de simples compromis. On n'y arrive pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que là, il y a des points de comparaison qu'on peut faire ? Si vous voulez, on peut faire une comparaison simple. Vous avez en fait un peu plus de 3 blocs sous la 4e République. Le premier, c'est le Parti communiste, qui, à la Libération, est véritablement un parti de masse, c'est-à-dire qu'il pèse plus de 20% des voix, il a facilement plus de 150 députés à l'Assemblée. Et à partir de 1947, des grèves insurrectionnelles, qui va d'ailleurs relancer en 1948, le Parti communiste est un petit peu en rupture. C'est-à-dire qu'il ne peut être intégré à aucune majorité. Il est très aligné alors sur l'URSS de Staline. Et évidemment, dans une période de tension, il y a le blocus de Berlin, par exemple, où il y a la guerre de Corée. Il est hors de question pour quiconque de gouverner avec lui. Et d'ailleurs, le Parti communiste fait de l'obstruction parlementaire une attitude qui est extrêmement irascible, on va dire. De l'autre côté, vous avez la coalescence politique autour du général de Gaulle. Alors, de Gaulle n'a pas voulu de parti, et puis surtout, il a fondé son parti trop tard, en 47, pour avoir des députés en 46. Mais en fait, les gaullistes, ce qu'ils veulent, c'est une réforme constitutionnelle. C'est le discours de Bayeux. C'est-à-dire que leur discours consiste à dire qu'il faut changer la Constitution d'abord, et une fois qu'on aura changé la Constitution, seulement, on pourra prendre des décisions, on pourra régler les grands problèmes du moment. Et puis, il reste tout ce qu'il y a entre les deux. Sauf que ce qu'il y a entre les deux, ça commence avec la SFIO de l'époque. Mais la SFIO de l'époque, c'est pas Bernard Cazeneuve. C'est encore un parti qui est très profondément marqué par des objectifs marxistes de collectivisation de l'économie. Vous avez le MRP, c'est-à-dire la démocratie chrétienne. Entre les deux, déjà, vous avez des désaccords absolument irrémédiables. Par exemple, sur la question de l'école. Et puis, au milieu, vous avez toute une kyrielle de tout petits partis. Par exemple, l'UDSR, le parti de François Mitterrand, ou les radicaux socialistes, qui sont globalement le vieux parti centriste de la Troisième République. Le drame, en fait, de la Quatrième République, c'est que le seul moyen de gouverner, c'est que ces partis s'entendent, alors qu'ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Et l'un des effets qui, là, effectivement, peut permettre une espèce de parallèle avec la situation actuelle, c'est que comme le MRP et la SFIO, qui sont les 2 gros partis du bloc, se méfient énormément l'un de l'autre, où est-ce qu'on va chercher les présidents du Conseil ? On va les chercher dans les petits partis. Parce que les petits partis n'ont pas de programme, et parce que les petits partis peuvent apparaître comme une espèce d'expédient, on va dire, acceptable pour les deux. C'est ainsi que, par exemple, les radicaux socialistes, qui sont vraiment un vieux parti, le premier parti de France fondé en 1901, qui est vraiment un parti lié aux forces du passé, il va fournir l'essentiel des présidents du Conseil à partir de 1948, alors que dans l'opinion publique, il ne représente vraiment pas grand-chose et qu'il n'arrête pas de perdre des voix. Mais en fait, il est au cœur du système parlementaire, alors que pour les Français, évidemment, il est toujours plus marginal, à tel point qu'en 1951, on en est à changer les lois électorales, en quelque sorte, pour permettre à ce bloc central, notamment aux petits partis, de sauver des députés. C'est ce qu'on appelle la loi des apparentements. Qui n'est pas la proportionnelle revendiquée par certains aujourd'hui ? C'est une grande question, effectivement. Il y a un débat sur le mode de scrutin en 1946, et en fait, il y a un débat très violent sur ce qu'est la proportionnelle. Parce qu'en fait, il y a des proportionnelles. Les chefs de parti ne sont pas idiots, ils font des projections en 46 et ils réalisent très très vite que selon que la proportionnelle soit nationale ou selon qu'elle soit départementale, selon que les élus soient attribués à la plus forte moyenne ou au plus fort reste, comme on dit, évidemment la carte électorale, enfin plus exactement la carte de l'Assemblée, sera très 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 différente. Donc il y a une espèce de duel au couteau de cuisine entre les socialistes, les communistes et le MRP sur les modalités de la proportionnelle en 46, mais quand 51 arrive, on se rend compte qu'avec le même mode de scrutin, on risque d'avoir une majorité négative, c'est-à-dire que RPF gaulliste
plus PCF, ça fera en quelque sorte plus que le bloc central. Ce qui voudrait dire que sur certaines questions, eh bien, les gaullistes et les communistes, qui pourtant ne s'entendent sur à peu près rien, sauf vaguement et encore sur les questions sociales, eh bien, pourraient faire tomber n'importe quel gouvernement. Donc on crée une loi des apparentements qui est effectivement, il faut le dire, un espèce de trucage électoral assez ahurissant, c'est-à-dire qu'on dit que des listes peuvent s'apparenter, et que si ces listes apparentées passent 50% des voix au premier tour, eh bien, elles raflent tous les sièges du département et c'est réparti ensuite au prorata proportionnel des voix obtenues. Et en fait, ça défigure complètement la carte électorale du pays parce que, quelque part, en fonction de la capacité des partis du bloc central à s'entendre ou non, vous avez les résultats. C'est comme ça que, par exemple, les communistes, qui sont le premier parti dans le nord de la France, ils vont pas avoir de députés dans le nord en 51 parce que là, les partis du bloc central ont réussi à s'entendre. Par contre, ils vont avoir beaucoup d'élus dans les zones rurales, où pourtant ils sont faibles, parce que là, vous avez des rivalités traditionnelles entre les socialistes et les radicaux et que les apparentements n'ont pas marché. Bref, c'est une loi que Édouard Herriot, qui est le président de l'Assemblée, qualifiera lui-même de monstrueuse. C'est une loi qui permet en quelque sorte de sauver ce que la proportionnelle aurait produit. Mais, justement, c'est ce point qui est important, quand on lit les mémoires en fait d'hommes politiques de la 4e République, on voit à quel point très vite le mode de scrutin, ça devient l'un des nœuds du problème. Pierre Mendès France, par exemple, dès 1952, il va dire la proportionnelle, c'est le problème. Il faut revenir au scrutin d'arrondissement. Pourquoi ? Parce que la proportionnelle, peu ou prou, ça produira toujours à peu près les mêmes équilibres à la Chambre, toujours à peu près les mêmes gens, et quelque part, le rapport de force ne pourra pas évoluer. Il n'y aura jamais de majorité véritable de gouvernement et on sera toujours tenu pour gouverner, de faire tenir ensemble des socialistes, des indépendants, droite libérale, ceux qui restent du MRP, l'UDSR, etc., etc. Bref, globalement, on n'arrivera jamais à grand-chose, ou en tout cas, on n'aura jamais de vraie capacité de décision, parce qu'en fait, l'une des conséquences de la proportionnelle, c'est que vous n'avez pas de compromis, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous avez de la juxtaposition. C'est-à-dire qu'en fait, les gouvernements deviennent eux-mêmes une forme de représentation proportionnelle de leur majorité, sauf que ces partis continuent à avoir leur propre programme et leur propre vue. Ce qui fait que assez fréquemment, ça va être le cas notamment sur l'Algérie, vous allez vous trouver sous la 4e République avec des gouvernements qui vont mener des politiques contradictoires. Parce qu'en leur sein, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais comme ils sont légitimés par leur parti, ils vont mener la politique de leur parti. Et vous allez avoir comme ça des ministères qui vont s'opposer les uns aux autres, et des chefs de gouvernement qui vont devenir, qui vont être à faire le grand écart pour essayer de faire tenir ensemble des gens qui sont d'accord à peu près sur rien. Début 56, donc il y a un épisode assez célèbre, il y a une bagarre en fait en Conseil des ministres, entre Lacoste et Mollet sur une bagarre physique. Une bagarre physique, absolument. Le président Coty doit faire rentrer des huissiers, tout simplement parce qu'au sein du gouvernement, et pour faire tenir le gouvernement ensemble, vous êtes obligé de mettre en place, faire tenir ensemble Lacoste, qui est le résident général à Alger, qui est partisan d'une politique de force en Algérie, et Gaston Defferre, qui est aussi socialiste, mais qui, lui, est partisan d'une politique libérale et qui est l'homme de la loi Defferre, donc pour les pays d'Afrique subsaharienne, qui va conduire vers les indépendances. Le problème, c'est qu'ils sont d'accord absolument sur rien, ils ont des vues absolument antithétiques, mais si vous voulez un gouvernement, il faut les faire tenir dans le même gouvernement. Donc, en quelque sorte, la proportionnelle, elle importe les contradictions inhérentes à la majorité et à l'Assemblée au sein du gouvernement. Et il n'y a aucun moyen de se sortir de ça. Mais quand même, malgré les bagarres, malgré la comptabilité politique, malgré l'impossibilité à s'entendre, il y a des choses politiques qui se font sous la 4e République et pas des moindres. Vous avez mentionné tout à l'heure les questions sociales. Cette période-là, d'une grosse dizaine d'années, c'est la mise en place de notre système de retraite, de la TVA, une époque de décolonisation aussi. Donc, politiquement, ça avance. Ça avance, mais ça avance pourquoi ? Ça avance parce que comme le gouvernement est instable, ceux qui gouvernent, c'est ceux qui sont stables, c'est-à-dire la haute administration. Globalement, vous avez une permanence administrative qui contraste violemment avec l'instabilité gouvernementale. Et puis en plus, comme l'Assemblée siège quasiment tout le temps, les ministres passent très peu de temps finalement dans leur dossier ou à s'occuper de leur ministère. Ils ont tendance à déléguer l'essentiel des affaires de fond et tout ce qui relève du long terme finalement à la haute administration. Il y avait déjà l'ENA à l'époque ? Oui, l'ENA a été fondée en 1945. Mais c'est pas seulement l'ENA, si vous voulez. C'est des grandes administrations qui sont fondées, en fait, à la Libération et qui vont petit à petit, à peu près, s'émanciper des gouvernements pour mener leur propre politique. Pour donner 2 exemples. Premier exemple, le commissariat au plan de Jean Monnet.
Quand vous avez la déclaration Schuman de 1951 sur la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Schuman, en quelque sorte, qui est le chef du gouvernement, on lui met sur sa table un texte qui a été élaboré par le commissariat au plan. C'est-à-dire que Monnet, aux fonctionnaires, s'est permis de faire de l'interministériel, d'aller voir dans tous les ministères, s'est même permis de nouer des liens avec les Allemands et les Belges, alors qu'il n'a pas de mandat politique du tout. Mais globalement, comme personne à part lui est en position véritablement de le faire, quelque part, il remplit le vide. Et puis l'autre exemple, c'est le CEA. Le CEA est fondé en 1945, donc, par De Gaulle. Et en fait, il va travailler assez tranquillement pendant toute la 4e République parce qu'il n'y a pas énormément de contrôle politique. Il n'y a finalement que 2 moments. D'abord un moment Gaillard en 52 et puis surtout un moment Mendes où on décide qu'on va doter la France donc d'armement nucléaire. Mais à part ça, le CEA travaille un petit peu en continu. À tel point qu'il y a une anecdote en fait qui est rapportée par Maurice Weiss. 58, donc le dernier gouvernement Gaillard, je crois que c'est en février, vous avez Pierre Guillaumat, le haut-commissaire donc au CEA, qui va voir Gaillard, le président du Conseil, qui lui dit écoutez, monsieur le président du Conseil, voilà, la bombe, elle est quand même très avancée. Il faudrait peut-être que maintenant vous commenciez à réfléchir à ce qu'on va en faire, à la doctrine d'emploi, parce que nous, sinon, un jour, on va vous la porter dans une brouette dans la cour de Matignon. Voilà, elle sera prête. Mais notre travail, c'est de la fabriquer. C'est pas de se demander ce qu'on va en faire et comment on va en faire une politique de défense et une politique étrangère. C'est pour vous dire, en quelque sorte, le décalage entre la continuité administrative. C'est des hauts fonctionnaires qui ont fait la guerre, c'est des fonctionnaires qui sont vraiment très sensibles à la problématique de la reconstruction du pays et l'instabilité politique. Et en fait, le pouvoir a horreur du vide. Quand le pouvoir est plus véritablement habité par le gouvernement, d'autres s'en saisissent. Mais évidemment, c'est des choix que les Français font pas. Et est-ce que vous pensez qu'on peut tirer des enseignements de la 4e République et de la façon dont elle a malgré tout fonctionné avec ce fonctionnement un peu, je ne sais pas si on peut dire technocratique, mais voilà, un peu en marge de la politique pure? Est-ce que ce serait pertinent aujourd'hui de revenir à ça? Enfin, est-ce que ce serait une piste un peu pour sortir du blocage actuel? Déjà, il y aurait des questions d'acceptabilité, on va dire. C'est pas très démocratique. D'une part, mais d'autre part, surtout la 5e, et en fait, ce qu'a apporté De Gaulle, je pense, son principal apport, c'est que, quelque part, il a réconcilié la haute fonction publique avec une vision politique de long terme. Ce qu'il a donné, c'est justement du long terme à l'appareil d'État, et puis surtout, il leur a donné une vision, c'est-à-dire qu'il leur a donné un objectif, là où il fallait aller, et il leur a donné, disons, du temps, de la stabilité et des moyens. C'est comme ça que l'essentiel des réformes qui encore aujourd'hui nous font un petit peu vivre, elles ont été faites, disons, dans les 5 premières années ou 6 premières années de la 5e République, mettons entre 58 et 65. Et c'est pas seulement le général de Gaulle. De Gaulle, il a porté sa vision, mais il a rencontré en quelque sorte une génération de hauts fonctionnaires qui quelque part rongeait son frein, qui avait fait ce qu'elle pouvait faire sous la 4e République, mais qui pour aller plus loin avait besoin d'un portage politique, avait besoin d'avoir un gouvernement qui assume en quelque sorte. Pour vous donner un exemple, le plan Pinay-Rueff, ce qui permet en quelque sorte une remise à niveau de l'économie française et qui permet à la France d'entrer dans le marché commun au 1er janvier 59, donc d'appliquer le traité de Rome. C'est quelque chose que l'inspection des finances, le commissariat au plan va préparer en ligne directe avec le cabinet de De Gaulle à Matignon, dont le directeur est Georges Pompidou. Mais pour le faire accepter aux Français, il faut De Gaulle. Il faut De Gaulle qui va dire aux Français, nous faisons le choix de l'Europe, nous remettons nos affaires en ordre. La haute fonction publique n'a pas la légitimité pour imposer comme ça des efforts, des sacrifices qui relèvent en quelque sorte de choix politiques. D'autre part, la haute fonction publique, c'est aussi la permanence. Il y a une réforme des grands corps qui fragilise, à mon avis, énormément la possibilité que des choses actuelles, des choses comparables se mettent en œuvre. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que dans les périodes de vacances, dans les périodes de crise, d'affaires courantes en particulier, c'est en grande partie aussi notre haute fonction publique qui tient un petit peu la maison, enfin qui fait en sorte que les lignes de force, on va dire, de l'État continuent à tourner. Il faut leur rendre hommage parce que c'est pas une tâche qui est toujours facile et puis surtout c'est une tâche de l'ombre qui n'est pas toujours énormément valorisée. Vous disiez tout à l'heure donc, que le basculement vers la 5e République, c'est beaucoup fait parce que le corps politique en avait assez de cette instabilité. Aujourd'hui, il y a des hommes politiques, évidemment Jean-Luc Mélenchon en tête, qui réclament depuis longtemps déjà une 6e République. Est-ce que finalement, cette comparaison entre notre 5e République actuelle avec la 4e à bout de souffle, en bout de course, est surtout un argument pour aller vers une 6e ?
Non. Et en fait, pour une bonne raison, c'est qu'il faut prendre en compte la situation, notamment la situation internationale. Quand la 4e République, en fait, tombe en désuétude à partir de 57-58, quand elle entre vraiment dans une logique de perdition, c'est essentiellement à cause de la crise algérienne. C'est ce qui va conduire au 13 mai 58. Qu'est-ce que alors tout le monde réclame? Un cadre qui permette de décider, un cadre qui permette de gouverner. Globalement, la 5e va mettre 4 ans à faire la paix en Algérie, mais la 4e n'aurait pas pu le faire. Parce que le gouvernement était faible face aux colons algériens, face à l'armée. Il n'y avait pas l'outil du référendum. Bref, il n'y aurait pas eu, la capacité, malgré tout, de forcer quelque part les Français à faire un choix. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue quand on pense à la 5e d'aujourd'hui, même si c'est une 5e qui a été très amendée par rapport à 58, 24 révisions constitutionnelles, le quinquennat qui a énormément changé l'économie des pouvoirs, c'est que ça reste quand même un système qui est fait pour décider avec la figure du président. Quand vous avez des sommets européens, le président, il peut malgré tout dire la position de la France. Tandis que, vous voyez, même le chancelier allemand, il est obligé de consulter sa coalition, il est obligé de consulter les présidents de Länder. Et donc, définir une position, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus lent et de beaucoup plus compliqué. Et puis, à mon avis, il y a autre chose qui est totalement structurant et qui change énormément les données du problème, c'est la dissuasion nucléaire. Qu'aujourd'hui, l'une des clés de voûte de notre sécurité et même de la sécurité de l'Europe, ça repose sur une chaîne de commandement direct. Et cette chaîne de commandement direct, elle repose, qu'on le veuille ou non, sur la fonction présidentielle et sur la capacité du président à assumer et à décider. C'est ça qui, quelque part, fait qu'on fait un peu peur, justement, à nos compétiteurs et que, quelque part, la dissuasion fonctionne. Si vous confiez la décision de la dissuasion à une assemblée, vous n'en avez plus. Parce qu'évidemment, le temps de décider, le temps de se mettre d'accord, globalement, on aurait le temps de nous attaquer. Et puis surtout, on pourrait jouer de nos divisions, de nos désaccords, justement. Bref, tout cet aspect-là, à mon avis, serait énormément fragilisé. Le paradoxe, en fait, c'est que la 5e entre en crise essentiellement pour des raisons internes, peut-être pour des raisons sociétales, on va dire, peut-être presque anthropologiques, alors qu'on arrive dans une situation, notamment géopolitique, pour laquelle elle a été faite. Parce que, justement, elle a été faite pour décider en temps de crise. En 61, au moment de la crise de Berlin, ou en 62, au moment de la crise de Cuba, De Gaulle a la 5e. Et du coup, il peut prendre une position nette et ferme au nom de la France. Et ça contribue beaucoup à faire désescalader la crise, justement. Quand en 62, De Gaulle dit, par exemple, à Edgson, l'envoyé de Kennedy, oui, on sera avec vous dans la crise de Cuba, quoi qu'il arrive jusqu'au bout, il le dit parce qu'il est en position de le dire, parce qu'il a les institutions pour le dire. Et quelque part, cette prise de position, les soviétiques la voient et ça contribue à une espèce de désescalade. Fragiliser ça alors qu'on est dans une situation géopolitique très tendue, un contexte géopolitique très dégradé et qui, il faut bien le dire, malheureusement, n'est pas forcément parti pour s'arranger, ça pourrait être à terme quelque chose d'assez contre-productif et très franchement, je suis même pas sûr que nos partenaires européens le souhaiteraient. Je pense plutôt qu'ils verraient ça d'un assez mauvais œil. Ils ne voudraient pas forcément qu'on leur ressemble. Parce que quelque part, la France, avec ses institutions, joue un rôle particulier en Europe. Alors certes, ce rôle, il est beaucoup décrié, mais en même temps, il est nécessaire. Donc c'est plus au personnel politique français d'être à la hauteur des institutions de la 5e République. C'est aussi quelque part la société, c'est-à-dire qu'il y a moins d'acceptation aujourd'hui d'une forme de verticalité, que décider contre l'opinion publique, De Gaulle a pu le faire, mais ça devient effectivement de plus en plus difficile. Mais après, un régime, il est fait pour le long terme, mais il est aussi fait pour la gestion de crise. Et il ne faut pas oublier que la 5e, ça reste malgré tout un énorme outil de gestion de crise, en tout cas un outil qui a permis de gérer tout type de crise parce qu'il y a un arsenal constitutionnel important. Et donc, sacrifier l'outil de gestion de crise quand on entre dans une période de crise récurrente, ça pourrait quand même pas mal ressembler à un but contre son camp. Merci beaucoup Frédéric Fogacci pour cet entretien très éclairant. Je rappelle que vous êtes historien du politique, enseignant à Sciences Po Paris. Merci beaucoup. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decomer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.